Ma mère m'a pointé du doigt, « Tu ne mérites pas une place à cette table. » Je me suis levé et j'ai dit, « Alors arrête de manger la nourriture que je paie. » Tout le monde a été choqué. Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 32 ans. Il y a 3 ans, j'ai pris une décision qui a tout changé entre moi et ma famille. J'ai arrêté de rentrer à la maison pour les fêtes, j'ai arrêté d'appeler chaque semaine et, en gros, j'ai disparu de leur vie. Mais pour ce Noël, je pensais que les choses seraient différentes. Je pensais que ma réussite, ma nouvelle vie, ma stabilité financière me vaudraient enfin le respect que je convoitais depuis l'enfance. J'avais tellement tort. Ce qui s'est passé ce soir-là à notre table de dîner familial a choqué tout le monde, y compris moi-même. Et les mots qui sont sortis de ma bouche ont changé notre dynamique familiale pour toujours. Ayant grandi en tant que cadette d'une fratrie de 4 enfants, j'ai toujours eu l'impression de regarder la vie à travers une fenêtre au lieu de la vivre réellement. Ma mère, Marthe, avait cette façon de faire comprendre très clairement qui étaient ses favoris. Et, spoiler alerte, ce n'était pas moi. Sandrine, ma sœur aînée, était l'enfant prodige. Elle s'est mariée à 22 ans avec son amour de lycée, a eu 3 beaux enfants à 28 ans et vivait à seulement 3 kilomètres de notre maison d'enfance. Pour ma mère, Sandrine représentait tout ce qu'une femme devrait être. Dévouée, mère aimantée, surtout, disponible chaque fois que maman avait besoin de quelque chose. Ensuite, il y avait Bérénice, ma sœur du milieu, qui est devenue infirmière diplômée. Maman rayonnait de fierté chaque fois qu'elle parlait du travail de Bérénice, de la façon dont elle sauvait des vies et faisait une différence dans le monde. Bérénice travaillait de longues heures à l'hôpital local, mais elle parvenait quand même à rendre visite à maman 2 fois par semaine, apportant des courses et aidant aux tâches ménagères. Mon frère Renaud était le petit dernier, le prince de la famille. Même s'il n'avait que 2 ans de plus que moi, il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de maman. Quand il a abandonné ses études universitaires pour poursuivre une carrière dans le bâtiment, maman a qualifié cela de pragmatique. Quand il est revenu vivre à la maison à 25 ans après des fiançailles rompues, maman a appelé ça une planification financière intelligente. Quand il s'est finalement marié l'année dernière à 30 ans, maman leur a organisé la plus grande fête de mariage dans le jardin que notre quartier ait jamais vue. Et puis il y avait moi, celle qui en voulait trop, qui rêvait trop grand et qui, apparemment, se souciait trop peu des valeurs familiales. Dès l'âge de 16 ans, je savais que je voulais quelque chose de différent de ce que ma petite ville de la Sarthe pouvait offrir. Je voulais travailler dans le marketing, créer des campagnes qui toucheraient des millions de personnes, construire quelque chose de plus grand que moi. Mais chaque fois que je parlais de mes rêves, maman secouait la tête et disait des choses comme « C'est bien, ma chérie, mais n'oublie pas ce qui compte vraiment dans la vie. » Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire en marketing et communication, au lieu de célébrer, maman m'a demandé quand j'allais me caser et lui donner plus de petits-enfants. Quand j'ai décroché mon premier emploi dans une petite agence de marketing au Mans, maman s'inquiétait que je me concentre trop sur ma carrière et pas assez sur la recherche d'un bon mari. Et quand j'ai annoncé que je déménageais à Paris pour une meilleure opportunité, le silence à table était assourdissant. Le jour de mon départ pour Paris, maman m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, mais c'était mécanique, comme si elle pleurait déjà la fille qu'elle pensait perdre. Sandrine a dit que j'étais égoïste, que je laissais la famille derrière moi pour l'argent et le statut. Bérénice m'a souhaité bonne chance, mais m'a rappelé qu'il y avait plein de bons emplois plus près de la maison. Seul Renaud semblait sincèrement excité pour moi, ce qui, d'une certaine manière, a rendu le départ plus difficile. Ces premiers mois à Paris ont été solitaires d'une manière que je n'avais pas prévue. J'appelais à la maison tous les dimanches pour essayer de partager mes petites victoires, mon nouvel appartement, les projets sur lesquels je travaillais. Mais les conversations semblaient toujours à sens unique. Maman me donnait des nouvelles des enfants de Sandrine, les dernières histoires de travail de Bérénice, les progrès professionnels de Renaud, puis me posait 1 ou 2 questions polies sur ma vie avant de passer à des affaires familiales plus importantes. En 3 ans, ces appels du dimanche sont devenus des appels mensuels, puis uniquement pour les fêtes, puis juste pour les anniversaires. J'ai arrêté de rentrer pour Noël, Pâques. Je me disais que j'étais trop occupé, que le travail exigeait trop de mon temps. Mais la vérité, c'est que ça faisait trop mal de s'asseoir à cette table et de se sentir invisible pendant que la vie de tous les autres était célébrée et discutée. Mais cette année allait être différente. Cette année, je rentrais à la maison comme une histoire à succès qu'il ne pourrait ignorer. Au cours des 3 dernières années, j'avais été promue 3 fois. J'étais maintenant directrice marketing dans une entreprise du CAC 40, gérant une équipe de 15 personnes et m'occupant de campagnes avec des budgets qui dépassaient les dépenses municipales annuelles de ma ville natale.
Mon salaire était à 6 chiffres. Mon appartement donnait sur la Seine, et je venais de conclure un accord qui créerait plus de 200 nouveaux emplois dans le Grand Ouest de la France. Quand maman m'a appelé début novembre pour m'inviter à la maison pour Noël, sa voix avait une chaleur que je n'avais pas entendue depuis des années. Elle a dit que toute la famille serait là, que les enfants de Sandrine demandaient après leur tante Jeanne, que cela signifierait tellement d'avoir tout le monde réuni à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti l'espoir fleurir dans ma poitrine. Peut-être que mon succès leur avait enfin prouvé quelque chose. Peut-être étaient-ils prêts à me voir comme plus que la fille qui avait choisi la carrière plutôt que la famille. J'ai mis le paquet pour préparer cette visite. J'ai dépensé plus de 2000 € en cadeaux. Pour maman, j'ai acheté le dernier iPad avec un bel étui en cuir, pensant qu'elle pourrait l'utiliser pour m'appeler en vidéo plus souvent. Pour les 3 enfants de Sandrine, j'ai choisi la dernière console de jeu, des fournitures d'art et des tablettes éducatives. Pour Bérénice, j'ai pris un forfait week-end spa dans un complexe de luxe, sachant à quel point elle travaillait dur et prenait peu de temps pour elle. Pour Renaud et sa femme Peggy, j'ai acheté un magnifique ensemble d'appareils de cuisine pour leur nouvel appartement. J'ai réservé un vol en première classe de Paris au Mans, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, mais que je sentais pouvoir enfin me permettre. J'ai réservé une voiture de location de luxe, une élégante BMW noire qui, je pensais, montrerait à tout le monde à quel point je réussissais. J'ai même fait une folie pour une séance de stylisme professionnel, me faisant coiffer dans un salon cher et achetant une nouvelle tenue à la fois élégante et suffisamment décontractée pour un dîner de famille. La veille de mon vol, j'ai appelé ma meilleure amie Louise, à peine capable de contenir mon excitation. Je lui ai parlé de tous les cadeaux, de la façon dont j'allais enfin montrer à ma famille que j'avais réussi quelque chose, que je n'étais pas la rêveuse irresponsable qu'ils pensaient que j'étais. Louise, qui me connaissait depuis l'université et avait été témoin de beaucoup de mes déceptions familiales au fil des ans, a été douce mais réaliste. Jeanne, je suis heureuse que tu sois excitée, mais souviens-toi, les gens ne changent généralement pas du jour au lendemain. Ta réussite est incroyable, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils te verront soudainement différemment. J'ai balayé ces inquiétudes. Louise, quand ils verront que je suis financièrement stable, que je peux prendre soin de moi, et même les aider, ils devront respecter ça. L'argent change la façon dont les gens vous voient, qu'on le veuille ou non. Mais même en prononçant ces mots, il y avait une petite voix au fond de ma tête qui se demandait si Louise n'avait pas raison. J'ai repoussé cette voix, me concentrant plutôt sur la vision que j'avais d'entrer dans ma maison d'enfance en tant que la fille qui a réussi et qui a enfin rendu sa famille fière. Le vol s'est bien passé, et alors que l'avion descendait vers le Mans, j'ai senti mon cœur battre la chamade d'anticipation. La BMW de location était tout ce que j'avais espéré. Et pendant les 40 minutes de route jusqu'à ma ville natale, j'ai répété dans ma tête comment j'allais mentionner nonchalamment ma récente promotion, la dernière campagne réussie de mon équipe, les plans d'expansion de mon entreprise. Quand je me suis garé dans l'allée de ma maison d'enfance, tout semblait exactement pareil. La petite maison à 2 étages avec son bardage bleu délavé, le jardin en friche que maman n'avait jamais le temps d'entretenir correctement, la boîte aux lettres qui penchait légèrement vers la gauche, et qui était comme ça depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Pendant un instant, en la voyant avec mes yeux d'adulte, j'ai réalisé à quel point ma perspective avait changé. Cette maison qui m'avait semblé si grande et importante dans mon enfance paraissait maintenant petite et fatiguée. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que j'étais à la maison, réussie, et prête à prendre enfin ma place en tant que membre apprécié de cette famille. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je puisse frapper, et maman était là, exactement la même, à l'exception de quelques mèches grises de plus dans ses cheveux bruns. Elle portait son cardigan bleu préféré, celui qu'elle avait depuis au moins 10 ans, et son sourire semblait sincère alors qu'elle ouvrait les bras pour une étreinte. « Jeanne, ma chérie, tu es arrivée, dit-elle, m'embrassant brièvement avant de reculer pour me regarder. Tu as l'air différente. Très professionnelle. Je ne savais pas si c'était un compliment ou une observation, mais j'ai choisi de le prendre positivement. Merci, maman. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Ils sont dans la voiture. C'est gentil, ma chérie. Entre. Entre. Sandrine est dans la cuisine avec les enfants, et Bérénice devrait bientôt arriver. En entrant dans le salon, j'ai été immédiatement submergé par le chaos qu'étaient les 3 enfants de Sandrine. Thomas, 8 ans, poursuivait Lise, 6 ans, autour de la table basse tandis qu'Emma, 4 ans, était assise par terre en pleurant pour quelque chose. Sandrine est sortie de la cuisine, l'air harassé mais souriant.
Jeanne. Mon Dieu, regarde-toi. Sandrine s'est précipitée, me donnant une étreinte qui semblait plus enthousiaste que celle de maman. Les enfants, venez dire bonjour à tante Jeanne. Les enfants ont arrêté leurs diverses activités et se sont approchés un peu à contre-cœur. Thomas, l'aîné, m'a serré la main comme un petit gentleman. Lise m'a fait un signe timide. Emma a continué à pleurer jusqu'à ce que Sandrine la prenne dans ses bras. Ils sont juste excités par tout ce monde, a expliqué Sandrine, berçant doucement Emma. Nous n'avons plus de grandes réunions de famille très souvent. J'ai ressenti une petite pointe de culpabilité à ce commentaire, sachant que mon absence avait contribué à la rareté de ces rassemblements. Avant que je puisse répondre, Bérénice est arrivée, portant encore sa blouse d'infirmière de son service du matin. Désolé, je suis en retard, a crié Bérénice, embrassant d'abord maman, puis Sandrine avant de se tourner vers moi. Jeanne, waouh, tu es superbe. Comment s'est passé le vol? Très bien, merci. La première classe fait vraiment une différence, ai-je dit, regrettant immédiatement la façon dont ça sonnait. Je n'essayais pas de me vanter, mais c'est sorti de travers. Bérénice a légèrement haussé un sourcil, mais a souri. Eh bien, tu ne te refuses rien maintenant. Avant que la conversation ne devienne gênante, Renaud est arrivé avec sa femme, Peggy. Renaud avait l'air bien, en meilleure santé que dans mon souvenir, et Peggy semblait douce, bien qu'un peu dépassée par la rencontre avec la famille élargie. Jeanne. L'étreinte de Renaud a été la plus chaleureuse que j'ai reçue de toute la journée. Mec, ça fait du bien de te voir. Peggy, voici ma petite sœur dont je te parlais, celle qui a déménagé dans la grande ville. Peggy a souri timidement. Renaud parle tout le temps de toi. Il est si fier de ce que tu as accompli. Ce commentaire m'a fait chaud au cœur. Au moins quelqu'un dans ma famille parlait positivement de mes choix de vie. Alors que nous nous installions tous dans le salon, j'ai décidé qu'il était temps de présenter les cadeaux. Je suis sorti à la voiture et j'ai apporté les paquets soigneusement emballés, excité de voir les réactions de tout le monde. Tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça, a dit maman. Mais elle a accepté le paquet de l'iPad que je lui ai tendu. Je voulais, ai-je répondu. Je pensais qu'on pourrait peut-être s'appeler en vidéo plus souvent si tu avais quelque chose de facile à utiliser. Maman a ouvert le paquet et a fixé l'iPad un instant. Ça a dû coûter cher. Ne t'inquiète pas pour ça. Je veux juste qu'on reste en meilleur contact. Les enfants de Sandrine étaient beaucoup plus enthousiastes à propos de leur cadeau, surtout quand Thomas a découvert la console de jeu. Sandrine semblait satisfaite, mais n'arrêtait pas de dire des choses comme « C'est trop, Jeanne. Tu n'aurais pas dû dépenser autant d'argent. » Bérénice a adoré le forfait spa, bien qu'elle ait immédiatement commencé à parler de la façon dont elle n'aurait probablement pas le temps de l'utiliser avant l'année prochaine. Renaud et Peggy étaient reconnaissants pour les appareils de cuisine, bien que Peggy ait chuchoté que la cuisine de leur appartement pourrait être trop petite pour certains articles. Alors que la distribution des cadeaux touchait à sa fin, j'ai essayé d'orienter la conversation vers ma vie professionnelle. Alors, j'ai une nouvelle excitante à partager. Je viens d'être à nouveau promu. Je supervise maintenant toute la région du Grand Ouest pour nos campagnes. C'est bien, ma chérie, a dit maman. Mais elle tournait déjà son attention pour aider Sandrine à gérer les enfants. J'ai réessayé. L'entreprise se développe et mon équipe vient de décrocher un contrat qui va créer plus de 200 nouveaux emplois dans la Sarthe et les régions voisines. Bérénice a levé les yeux de son téléphone. Ça a l'air important. Ça l'est. Je veux dire, c'est exactement le genre de travail que je rêvais de faire quand j'étais plus jeune, avoir un réel impact. Sandrine, qui essayait de convaincre Emma d'arrêter de pleurer pour quelque chose, a écouté à moitié et a dit « C'est super, Jeanne. On dirait que tu te fais vraiment un nom là-bas. » Il y avait quelque chose dans son ton que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Ce n'était pas exactement du soutien, mais ce n'était pas non plus dédaigneux. C'était comme si elle reconnaissait mon succès tout en suggérant simultanément que ce n'était pas le genre de succès qui comptait vraiment. La conversation s'est rapidement déplacée vers la prochaine réunion de l'association de parents d'élèves de Sandrine, le patient de Bérénice qui avait fait une guérison remarquable et le dernier projet de construction de Renaud. Je me suis retrouvé assise là, à écouter les vies de tous les autres être discutées et célébrées tandis que ma nouvelle semblait être une note de bas de page déjà oubliée. Puis, dans un moment d'inspiration que je regretterai plus tard, j'ai décidé de faire une offre qui, je pensais, leur montrerait enfin à quel point j'avais réussi. Maman,
j'ai remarqué que la maison pourrait avoir besoin de quelques rénovations. Les marches de l'entrée ont l'air un peu usées, et je me souviens que tu as mentionné que le toit fuyait. J'adorerais t'aider à réparer ces choses. Je pourrais facilement couvrir les coups. La pièce est devenue silencieuse. Maman m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire, et les sourcils de Sandrine se sont levés. Jeanne, dit lentement maman. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité, ai-je dit rapidement. C'est la famille qui aide la famille. Je m'en sors bien financièrement, et je veux investir pour garder cette maison en bon état. Nous nous sommes très bien débrouillés sans ton argent, a répondu maman, sa voix devenant un peu plus sèche. Nous nous occupons de cette maison depuis avant ta naissance. J'ai senti mes joues brûler. Je sais ça, maman. Je pensais juste. Tu pensais quoi? Que parce que tu gagnes bien ta vie, nous sommes soudainement impuissants? Sandrine est intervenue. Jeanne, je pense que ce que maman essaie de dire, c'est que nous apprécions l'offre, mais nous ne sommes pas des cas sociaux. Je suis restée là, stupéfaite. J'avais essayé de montrer de l'amour et du soutien, et d'une manière ou d'une autre, cela avait été interprété comme de la condescendance. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans une conversation polie mais tendue, et j'ai commencé à réaliser que Louise avait peut-être eu raison. Mon succès n'avait en rien changé leur perception de moi. Si quoi que ce soit, il semblait avoir empiré les choses. Alors que le soir approchait, la tension de mon offre précédente ne s'était pas dissipée. Au contraire, elle semblait flotter dans l'air comme de la fumée, rendant chaque interaction forcée et inconfortable. Sandrine avait pris en charge les préparatifs du dîner, se déplaçant dans la cuisine de maman avec l'assurance de quelqu'un qui faisait cela depuis des années. Quand j'ai proposé mon aide, elle a poliment mais fermement décliné. « Merci, mais j'ai mon système », a dit Sandrine en remuant quelque chose sur le feu. « De toute façon, tu ne sais pas comment maman aime que les choses soient faites. » Ce commentaire m'a piqué plus qu'il n'aurait dû. Il était vrai que je n'avais pas été dans cette cuisine depuis 3 ans, mais c'était toujours la cuisine où j'avais appris à cuisiner, où j'avais aidé à préparer d'innombrables repas de famille pendant mon enfance et mon adolescence. Bérénice mettait la table, et je les regardais disposer cette couvert. 7. J'ai compté les personnes qui allaient manger. Maman, Sandrine, Bérénice, Renaud, Peggy, moi, et les 3 enfants de Sandrine. Cela faisait 8 personnes. Mais il n'y avait que 7 chaises autour de la table de la salle à manger. Bérénice, je crois que tu as oublié un couvert, ai-je dit, en essayant de garder ma voix légère. Bérénice a regardé la table, a compté en silence, puis m'a regardé. Oh, c'est vrai. Bon, de toute façon, les enfants mangent à la table basse dans le salon, donc il nous faut 5 couverts pour adultes plus Sandrine. Elle a fait une pause. Je suppose que tu peux prendre le petit tabouret de la cuisine. Le petit tabouret de la cuisine. C'était un tabouret en bois que nous utilisions quand nous étions enfants, à peine assez haut pour atteindre correctement la table. J'ai fixé Bérénice, attendant qu'elle réalise à quel point cela sonnait, mais elle était déjà passée au pliage des serviettes. En fait, ai-je dit, ma voix soigneusement contrôlée. Je crois que je préférerais m'asseoir à la table principale avec tout le monde. Sandrine a appelé de la cuisine. Le tabouret de la cuisine est très bien, Jeanne. C'est juste pour un soir. Juste pour un soir. Comme si ma présence était un inconvénient temporaire à accommoder avec un minimum d'effort. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac en réalisant ce qui se passait. Il ne s'était pas préparé pour moi. Pas vraiment. Oui, il m'avait invité, et oui, il s'attendait à ce que je vienne, mais il ne m'avait pas réellement fait de place. Les cadeaux que j'avais apportés, le succès que j'avais atteint, l'argent que je gagnais, rien de tout cela ne m'avait valu une place à la table de ma propre famille. Alors que nous nous réunissions pour le dîner, je me suis retrouvé perché sur ce tabouret de cuisine inconfortable, légèrement plus bas que tout le monde, légèrement en dehors du cercle naturel de la conversation. Le symbolisme ne m'a pas échappé, et je me suis demandé si c'était intentionnel ou simplement cruellement irréfléchi. La conversation du dîner s'écoulait autour de moi comme un ruisseau autour d'un rocher. Sandrine a parlé de son travail bénévole à l'école des enfants, de la façon dont elle organisait le spectacle de Noël cette année, de la satisfaction d'être si impliquée dans l'éducation de ses enfants. Maman rayonnait de fierté, louant Sandrine d'être une mère si dévouée. C'est si important d'être présent pour ses enfants, a dit maman en passant la purée de pommes de terre. Sandrine,
tu fais exactement ce qu'une mère devrait faire. Tes enfants ont tellement de chance d'avoir quelqu'un qui met la famille en premier. Bérénice a partagé des histoires de l'hôpital, parlant d'un cas particulièrement difficile où elle était restée tard plusieurs soirs de suite pour aider un patient à traverser une crise. Encore une fois, le visage de maman s'est illuminé d'admiration. Voilà à quoi ressemble le vrai service, a dit maman. Bérénice, tu fais une telle différence dans la vie des gens. Ça doit être si gratifiant de savoir que tu aides vraiment les gens. Quand Renaud a parlé de son travail dans la construction, de la façon dont il construisait des maisons pour de jeunes familles dans la région, maman a hoché la tête avec approbation. Un travail honnête, a-t-elle dit. Construire quelque chose de réel, quelque chose qui compte pour la communauté. J'ai attendu mon tour, que quelqu'un me pose des questions sur mon travail, ma vie, mes récents accomplissements. Mais la conversation a continué à s'écouler autour de moi, abordant les potins locaux, les nouvelles de la famille élargie, les activités scolaires des enfants de Sandrine, l'horaire de travail de Bérénice, les plans de Renaud pour développer son entreprise. Finalement, j'ai décidé de me lancer. J'ai une nouvelle excitante à propos du travail que j'aimerais partager. La table s'est tue, et tout le monde m'a regardé poliment. Mon équipe vient de terminer une campagne pour un grand constructeur automobile qui va créer 200 nouveaux emplois dans l'industrie dans la Sarthe et les régions voisines. C'est le plus grand projet que j'ai jamais géré, et il va avoir un impact réel sur des communautés comme celle-ci. J'ai attendu les éloges, l'enthousiasme, la reconnaissance que mon travail était aussi significatif et important. Au lieu de cela, maman a légèrement soupiré. C'est bien, ma chérie, mais tu sais, l'argent n'est pas tout. Il y a des choses plus importantes dans la vie que les gros contrats. Sandrine a hoché la tête. Certaines personnes perdent de vue ce qui compte vraiment quand elles se laissent prendre par le succès en entreprise. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement. Il s'agit de créer des emplois pour de vraies familles, d'aider les communautés à se développer. En quoi est-ce différent de ce que tout le monde fait? Eh bien, dit Bérénice avec précaution, c'est juste que ton travail est si lointain. Tu es à Paris, à prendre des décisions sur des gens que tu n'as jamais rencontrés. Nous sommes ici, en interaction réelle avec les gens que nous aidons. L'implication était claire, leur travail était réel et significatif parce qu'il était local et personnel. Mon travail était en quelque sorte moins précieux parce qu'il opérait à plus grande échelle. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, mais avant que je puisse répondre, Renaud m'a surprise en prenant la parole. En fait, ce que fait Jeanne semble assez important. Je veux dire, créer des emplois, c'est créer des emplois, non? Pendant un instant, je me suis sentie reconnaissante pour son soutien. Mais ensuite, Sandrine a ri. Oh, Renaud, tu es si gentil. Mais il y a une différence entre se soucier des gens et se soucier des marges bénéficiaires. C'est là que quelque chose en moi a craqué. J'envoyais de l'argent à la maison depuis 2 ans, et dans cette famille d'une manière dont ils n'avaient même pas conscience. Et ils étaient assis là à me faire la morale sur le fait de se soucier des gens plutôt que du profit. Puisque nous parlons de se soucier des gens, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Peut-être devrais-je mentionner que je me soucie financièrement de cette famille depuis un certain temps maintenant. La table est devenue silencieuse. Maman avait l'air confuse. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'envoie de l'argent à la maison chaque mois depuis 2 ans. J'aide avec des dépenses que vous n'avez apparemment pas jugées assez importantes pour les mentionner ou les reconnaître. Sandrine a posé sa fourchette. Quel genre de dépenses? J'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu reculer, changer de sujet, prétendre que je m'étais mal exprimé. Mais 3 ans à me sentir invisible, combiné au fait d'être relégué à un tabouret de cuisine à la table du dîner de ma propre famille, m'avaient poussé au-delà de mes limites. Oh, vous savez, des petites choses, ai-je dit, le sarcasme s'insinuant dans ma voix. Comme la facture d'électricité, la facture d'eau, l'Internet que les enfants de Bérénice utilisent pour leurs devoirs quand ils rendent visite à grand-mère, l'argent que j'envoie chaque mois pour que maman puisse faire ses courses sans s'inquiéter de sa petite retraite. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tout le monde me fixait, et je pouvais voir le choc sur leur visage alors qu'ils réalisaient ce que je disais. Maman a été la première à retrouver sa voix, et quand elle l'a fait, elle tremblait de colère. Comment oses-tu, dit-elle, ces mots calmes, mais remplis de fureur. Comment oses-tu t'asseoir là et nous jeter de l'argent au visage comme si nous étions une sorte de cas de charité? Elle s'est levée de sa chaise, ses mains à plat sur la table, se penchant vers moi.
Tu penses que parce que tu envoies de l'argent, tu peux t'acheter une place dans cette famille? Tu penses que ton argent te rend meilleur que nous? J'ai essayé de parler, mais elle n'avait pas fini. Pendant 3 ans, tu as été trop occupée pour appeler, trop importante pour rendre visite, trop réussie pour te soucier de ce qui se passait dans nos vies. Et maintenant, tu débarques ici avec tes cadeaux chers et ta voiture de luxe et ton histoire de succès d'entreprise, agissant comme si tu nous faisais une faveur en nous gratifiant de ta présence. Sandrine hochait vigoureusement la tête. Exactement, Jeanne. Tu as toujours été comme ça. Tu as toujours pensé que tu étais plus intelligente que nous, meilleure que nos vies simples. Ce n'est pas vrai, ai-je protesté. Mais Bérénice m'a coupé. Ah oui? Tu es parti, tu as coupé les ponts, et maintenant tu penses que tu peux racheter ta place dans nos bonnes grâces. J'avais l'impression de me noyer. Tout ce que j'essayais de faire, chaque façon dont j'essayais d'aider était tordue en quelque chose de laid et de manipulateur. Je n'ai jamais voulu rien acheter, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Je voulais juste aider. Je pensais que si je pouvais faciliter les choses pour maman, si je pouvais contribuer financièrement comme je ne pouvais pas le faire quand j'étais plus jeune. Personne ne t'a rien demandé, a dit froidement maman. Personne n'avait besoin de ton argent. Nous nous en sortions très bien avant que tu ne décides de jouer le rôle de sauveuse de la famille. Renaud s'est agité mal à l'aise sur son siège, et je pouvais voir Peggy qui semblait vouloir disparaître. Les rires des enfants depuis le salon semblaient obscènement joyeux comparés à l'hostilité qui émanait de la salle à manger. Mais voici le truc, ai-je dit, en me levant de ce tabouret de cuisine humiliant. Vous ne vous en sortiez pas très bien. La compagnie d'électricité se fiche de votre fierté, maman. Le propriétaire non plus. Sandrine a eu le souffle coupé. Un propriétaire? C'est là que j'ai réalisé qu'il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de l'ampleur de ce que j'avais couvert. Tu ne leur as pas dit, ai-je demandé à maman, sincèrement surprise. Tu ne leur as pas dit que tu avais plus d'1 an de loyer de retard, que c'est moi qui le payais pour t'éviter d'être expulsé. La couleur a quitté le visage de maman. Sandrine regardait de l'une à l'autre comme si elle assistait à un match de tennis. C'est impossible, a dit Bérénice. Maman est propriétaire de cette maison. Non, ai-je dit doucement. Elle ne l'est plus. Plus depuis 2 ans. Elle a dû la vendre pour payer des frais médicaux après son opération. Vous vous souvenez de l'opération? Elle ne voulait inquiéter aucun d'entre vous parce que vous avez tous vos propres familles à gérer. Le silence était si complet que je pouvais entendre l'horloge tic-taquer dans la cuisine. Elle la loue au nouveau propriétaire depuis, ai-je continué. Et quand elle a pris du retard sur le loyer parce que sa petite retraite ne couvre pas tout, elle m'a appelé. Elle m'a demandé de l'aide, juste temporairement, juste le temps qu'elle se remette sur pied. J'ai regardé directement maman. Sauf que ce n'était pas temporaire, n'est-ce pas? Ça fait tous les mois depuis 2 ans. Les factures, les courses, l'assurance. J'ai tout couvert parce que tu as dit que tu étais trop fière pour demander de l'aide aux autres. Le visage de Sandrine était blanc. Maman, c'est vrai? Maman ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Ce n'était pas censé être permanent. Je pensais que je pourrais gérer. Mais tu pouvais gérer, a dit Bérénice, sa voix s'élevant. Tu aurais pu nous demander. Nous aurions pu aider. Vraiment, ai-je demandé. Bérénice, tu vis avec un salaire d'infirmière. Sandrine, tu élèves 3 enfants avec un seul revenu parce que tu ne peux pas travailler à temps plein avec les besoins spécifiques de Thomas. Renaud, tu viens de lancer ton entreprise avec Peggy. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vraiment pu couvrir 1 200 € par mois de loyer plus les factures plus les courses? Le calcul les a frappés comme un coup de poing. 1 200 € par mois, c'était plus que ce que la plupart d'entre eux avaient en revenus disponibles. Je n'ai pas demandé d'aide pour vous faire sentir coupable, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. J'ai aidé parce que j'aime cette famille, parce que je voulais que maman soit en sécurité. Parce que je pensais que peut-être, si je pouvais contribuer de manière significative, j'aurais enfin une place ici. Mais maman n'écoutait plus les explications. Elle me fixait avec un mélange d'humiliation et de rage. Et quand elle a parlé, sa voix était glaciale. Tu veux une place dans cette famille, dit-elle en me pointant du doigt. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, Jeanne. Tu ne mérites pas une place à cette table. Tu penses que ton argent te rend importante, mais tout ce qu'il fait, c'est te rendre manipulatrice. Tu as tenu ça au-dessus de nos têtes,
tu nous as rendus dépendants de toi pour que tu puisses te sentir supérieur. L'accusation m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah non, dit Sandrine, sa voix s'élevant. Tu disparais de nos vies, puis tu paies secrètement nos factures pour pouvoir nous le jeter à la figure quand on ne t'apprécie pas assez. Je ne l'ai jamais jeté à la figure de personne jusqu'à ce moment, ai-je dit, ma propre colère se libérant enfin. Je ne l'ai jamais mentionné, jamais utilisé comme moyen de pression, jamais fait en sorte que quelqu'un se sente coupable. Je l'ai fait discrètement, sans attendre de louange ou de gratitude, parce que c'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. Non, a dit maman, se levant et me pointant à nouveau du doigt. La famille est présente. La famille appelle. La famille se soucie de plus que de signer des chèques. Tu ne mérites pas une place à cette table parce que tu ne l'as pas gagnée. L'argent n'achète pas l'amour. Et il n'achète pas une famille. La pièce tournait. 3 ans d'espoir d'acceptation. 2 ans de sacrifice financier. Et tout se résumait à ça. J'étais toujours l'étrangère, toujours la fille qui n'avait pas sa place. Mais alors que je me tenais là, regardant les visages des gens que j'avais tant essayé de satisfaire, quelque chose a changé en moi. La blessure était toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus fort, la clarté. J'ai regardé chacun d'entre eux, ces gens que j'avais désespérément essayé d'impressionner, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils avaient raison sur une chose. L'argent ne pouvait pas m'acheter une place dans cette famille. Mais ils avaient tort sur tout le reste. Je me suis redressé, ma voix calme et claire quand j'ai parlé. Tu as absolument raison, maman. Je ne mérite pas une place à cette table. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Mais d'un autre côté, aucun de vous non plus. Le choc sur leur visage fut immédiat. Vous voulez parler de mériter une place, d'être présent, de se soucier, ai-je continué. Alors, arrêtez de manger la nourriture que je paie. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une bombe qui venait d'exploser. Tout le monde me fixait et je pouvais voir le moment exact où ils ont réalisé que je ne reculais pas, que je ne m'excusais pas, que je n'allais pas me replier dans le rôle de la fille reconnaissante qui devrait être heureuse des miettes d'acceptation qu'ils lui jetaient. J'ai sorti mon téléphone, mes mains étonnamment stables malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé maman. Et pour la première fois de la soirée, il y avait de l'incertitude dans sa voix au lieu de la colère. « J'appelle ma banque, ai-je dit en faisant défiler mes contacts. J'annule tous les paiements automatiques que j'ai mis en place pour ce foyer. » Sandrine s'est levée rapidement. « Jeanne, ne sois pas ridicule. » Mais j'étais déjà en train de composer le numéro. « Bonjour, ici Jeanne Martin. Je dois annuler plusieurs paiements automatiques immédiatement. » Jeanne, raccroche le téléphone, a dit maman. Mais la panique commençait à s'insinuer dans sa voix maintenant. « Oui, je patiente, ai-je dit au représentant de la banque. Puis j'ai regardé directement ma mère. « Maman, tu as dit que personne n'avait demandé mon argent, n'est-ce pas? Que vous vous en sortiez très bien sans. Eh bien, maintenant vous pouvez le prouver. » Bérénice m'a attrapé le bras. « C'est de la folie. Tu te comportes comme une enfant. » J'ai doucement retiré mon bras et j'ai repris la parole au téléphone. « Oui, je suis là. Je dois annuler le paiement automatique du loyer à l'agence immobilière Martin, 1200 € par mois. » Oui, avec effet immédiat. Maman s'est affaissée dans sa chaise. « Tu ne peux pas faire ça. Le paiement de la facture d'électricité à EDF, environ 300 € par mois, ai-je continué au téléphone. Et l'allocation pour les courses à Marthe Martin, 400 € par mois. Jeanne, s'il te plaît, a dit Sandrine, et je pouvais entendre une réelle peur dans sa voix maintenant. Pense à ce que tu fais. J'y pense, ai-je dit en levant un doigt alors que le représentant de la banque confirmait les annulations. Le paiement de l'internet et du câble à Orange, 80 € par mois, et le paiement de l'assurance auto pour Renaud Martin, 150 € par mois. Le visage de Renaud est devenu blanc. Mon assurance auto? Oui, ton assurance auto, ai-je dit, tenant toujours le téléphone. L'assurance qui te permet de conduire légalement pour aller sur tes chantiers. L'assurance que maman m'a demandé de couvrir parce que tu avais du mal à lancer ton entreprise. J'ai repris la parole au téléphone. Oui, annulez tout ça. Merci. En raccrochant, le silence dans la pièce était assourdissant. Tout le monde me regardait comme si je venais d'incendier la maison. Voilà,
ai-je dit en remettant mon téléphone dans mon sac à main. Problème résolu. Plus d'argent de la part de la fille qui ne mérite pas une place à table. Vous pouvez tous retourner à vous débrouiller très bien sans moi. Maman s'agrippait au bord de la table. Jeanne, tu ne comprends pas. Si tu arrêtes ces paiements. Quoi? Maman, si j'arrête ces paiements, que se passe-t-il? Vous vous faites expulser. On vous coupe l'électricité. Renaud ne peut plus aller travailler en voiture. Sandrine ne peut plus utiliser Internet pour organiser les affaires de l'APE. J'ai regardé autour de la table, chacun d'entre eux. C'est drôle comme mon argent sans importance devient soudainement essentiel, n'est-ce pas? Sandrine secouait la tête. Ce n'est pas juste. Tu nous punis tous parce que tes sentiments ont été blessés. Mes sentiments ont été blessés? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Sandrine, j'ai envoyé plus de 2000 € par mois à cette famille pendant 2 ans. 2000 €. C'est 24 000 € par an. C'est 48 000 € au total que j'ai contribué à maintenir cette famille à flot. Les chiffres les ont frappés comme des gifles individuelles. Je l'ai fait discrètement, sans fanfare, sans demander de gratitude ou de reconnaissance, ai-je continué. Je l'ai fait parce que quand maman m'a appelé en pleurant à propos des frais médicaux et de la situation de la maison, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle ait peur, qu'elle soit sans abri ou qu'elle manque de nourriture. Bérénice commençait à pleurer. Nous ne savions pas, vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir, ai-je dit. C'était plus facile de me laisser être la mauvaise fille qui est partie et a oublié sa famille que de reconnaître que peut-être, juste peut-être, la mauvaise fille était celle qui empêchait cette famille de s'effondrer financièrement. Renaud a finalement retrouvé sa voix. Jeanne, je n'avais aucune idée de tout ça. Si j'avais su. Si tu avais su quoi, Renaud? Tu m'aurais remercié? Tu aurais dit à Sandrine et Bérénice de me traiter avec respect? Tu te serais assuré que j'ai une vraie chaise au dîner de Noël? Il n'avait pas de réponse à ça. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix calme et claire. Je vais à mon hôtel. Oui, j'ai une chambre d'hôtel parce que j'ai appris il y a des années à ne pas supposer que j'étais la bienvenue pour passer la nuit dans cette maison. Demain, je prends l'avion pour Paris et vous allez tous trouver comment payer vos propres factures comme les adultes indépendants et capables que vous me dites être. Maman pleurait maintenant, mais ses larmes ne m'ont pas ému comme elle l'aurait fait autrefois. Jeanne, s'il te plaît. On peut en parler. On peut trouver une solution. Trouver quelle solution, maman? Tu as très clairement dit que mon argent ne m'achète pas le respect, que mon succès n'a pas d'importance, que mes efforts pour aider cette famille étaient manipulateurs et malvenus. Alors maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter de tout ça. Je me suis levé, ramassant mon sac et mon manteau. Le loyer est dû le 1er du mois prochain. C'est dans 6 jours. La facture d'électricité est généralement due vers le 15. Vous feriez bien de les appeler pour mettre en place des arrangements de paiement. Sandrine avait l'air désespérée maintenant. Jeanne, nous ne pouvons pas couvrir toutes ces dépenses. Tu sais que nous ne pouvons pas, alors je suppose que vous devrez faire ce que j'ai fait, ai-je dit. Débrouillez-vous. Soyez créatifs. Travaillez plus dur. Sacrifiez certaines choses que vous voulez pour des choses dont vous avez besoin. Vous savez, montrez un peu de ce dévouement familial et de cette sagesse pratique dont vous me faites la leçon toute la soirée. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et maman m'a suivi, m'attrapant le bras. Jeanne, ne pars pas comme ça. Ne détruis pas cette famille par orgueil. Je me suis tourné pour la regarder, cette femme qui avait façonné tant de mes doutes et de mon besoin désespéré d'approbation. Je ne détruis rien, maman. J'arrête juste de me détruire moi-même. J'ai conduit jusqu'au Marriott du centre-ville en silence, mes mains tremblant légèrement alors que je serrais le volant. La chambre d'hôtel de luxe que j'avais réservée ressemblait à un sanctuaire après le champ de bataille émotionnel que je venais de fuir. J'ai commandé le service en chambre, me suis versé un verre de vin du minibar et me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville de ma ville natale. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22 heures. Maman. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis Sandrine a appelé. Messagerie vocale. Bérénice. Renaud. Même Peggy, qui me connaissait à peine, a essayé d'appeler. J'ai éteint mon téléphone et pris un long bain chaud, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, j'ai changé mon vol pour 1 heure plus tôt, j'ai quitté l'hôtel et j'étais de retour à Paris avant midi.
J'ai passé le week-end dans mon appartement, alternant entre un sentiment de libération et un sentiment terrible. Avais-je fait ce qu'il fallait? Avais-je été trop dur? Venais-je de détruire ma relation avec ma famille pour toujours? Le lundi matin a apporté une dose de réalité. J'avais du travail sur lequel me concentrer, une équipe à gérer, des délais à respecter. Ça faisait du bien d'être de retour dans un environnement où mes contributions étaient valorisées, où mes opinions comptaient, où j'avais gagné ma place par le mérite plutôt que par la biologie. Mais le mardi soir, mon téléphone a sonné. Maman. Cette fois, j'ai répondu. Jeanne. Sa voix était petite, incertaine. Salut, maman. On peut parler? Je veux dire, vraiment parler. J'ai attendu. Je suis allé à la banque aujourd'hui, a-t-elle continué. J'ai essayé de mettre en place des paiements pour le loyer et les factures. Ils m'ont dit quels seraient les montants mensuels. Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre pleurer doucement. Je n'avais aucune idée que c'était autant. Je n'avais aucune idée de ce que tu couvrais. Je ne parlais toujours pas. Bérénice et Sandrine sont passées cet après-midi. Nous nous sommes assises avec toutes les factures, avons essayé de comprendre comment les gérer entre nous quatre. Même avec la contribution de tout le monde, ça va être serré. Vraiment serré. Maman, non. Laisse-moi finir. Je dois dire ça. Elle prit une inspiration tremblante. J'étais en colère contre toi pour les mauvaises raisons. J'étais en colère parce que je me sentais impuissante, parce que je ne pouvais pas prendre soin de ma propre famille comme je le faisais avant, parce que je devais dépendre de quelqu'un et j'ai choisi de dépendre de l'enfant qui vivait le plus loin au lieu de demander à ceux qui étaient juste là. J'ai senti les larmes monter à mes propres yeux. J'étais gêné, a-t-elle poursuivi. Gêné de ne pas pouvoir me débrouiller seule. Gêné d'avoir besoin d'aide. Gêné que la fille avec qui j'avais été la plus dure soit celle qui prenait soin de moi. Et au lieu d'être reconnaissante, je t'ai fait sentir que ton aide n'était pas assez bonne, que tu n'étais pas assez bien. Nous pleurions toutes les deux maintenant. Je suis désolé, Jeanne. Je suis tellement désolé. Tu ne méritais rien de ce qui s'est passé à Noël. Tu ne méritais pas de t'asseoir sur ce horrible tabouret de cuisine. Tu ne méritais pas que ton succès soit méprisé. Et tu ne méritais certainement pas qu'on te dise que tu n'as pas ta place dans cette famille. C'est toi qui as maintenu cette famille unie. Et j'étais trop fier et trop effrayé pour l'admettre. J'ai essuyé mes yeux avec le dos de ma main. Maman, je n'ai jamais voulu te faire sentir impuissante. Je voulais juste aider. Je le sais maintenant, et je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait jeudi soir. Tu te protégeais, et tu avais tout à fait le droit de le faire. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. Maman a expliqué les frais médicaux qui l'avaient forcé à vendre la maison, sa peur d'être un fardeau pour Sandrine et Bérénice qui luttaient déjà, sa supposition que j'étais assez riche pour que mon aide ne me coûte pas vraiment. Mais ça t'a coûté, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Pas seulement l'argent, mais le coût émotionnel de donner et donner sans aucune reconnaissance. Oui, ai-je admis. Je n'arrêtais pas de penser que si seulement j'aidais assez, si seulement je faisais mes preuves assez, je gagnerais enfin une place dans cette famille. Mais j'avais l'impression que plus je donnais, plus je devenais invisible. Ça s'arrête maintenant, a dit fermement maman. Si tu es prête à nous aider à traverser ce pétrin financier, ça va être différent. Plus de secrets, plus de honte, plus de prise pour acquis de tes contributions. Au cours des semaines suivantes, nous avons eu plusieurs réunions de famille, de vraies réunions où la situation de chacun était exposée honnêtement. Sandrine a admis qu'elle avait été jalouse de ma réussite financière tout en la ressentant. Bérénice a reconnu qu'elle avait été dédaigneuse de ma carrière parce qu'elle se sentait sur la défensive quant à ses propres choix. Renaud a dit qu'il avait été trop intimidé par mon succès pour prendre contact et maintenir une relation. Nous avons élaboré un nouvel arrangement. J'ai accepté de continuer à aider avec les dépenses importantes, mais pas à porter seul tout le fardeau. Sandrine a trouvé un emploi à temps partiel qui lui permettait de travailler en fonction des horaires des enfants. Bérénice a pris des gardes supplémentaires lorsque c'était possible. Renaud s'est engagé à couvrir sa propre assurance auto et à contribuer un montant fixe mensuel aux dépenses du ménage. Plus important encore, nous avons établi de nouvelles règles pour les interactions familiales. Ma carrière et mes choix de vie seraient respectés et célébrés comme ceux de tout le monde. Les dîners de famille auraient assez de chaises pour tout le monde.
Les discussions financières seraient ouvertes et honnêtes, non cachées et honteuses. Ce n'était pas parfait immédiatement. Nous avons eu des revers, des disputes, des moments où les anciens schémas ont tenté de se réaffirmer. Mais quelque chose de fondamental avait changé. J'avais appris à fixer des limites, à exiger le respect, à valoriser mes propres contributions. Et ma famille avait appris que l'amour sans reconnaissance n'est pas vraiment de l'amour du tout. 6 mois plus tard, quand je suis rentré pour le dîner d'anniversaire de Sandrine, il y avait une vraie chaise qui m'attendait à table. Pas n'importe quelle chaise, mais la chaise à la droite de maman, à ce qui avait toujours été considéré comme la place d'honneur. En m'asseyant, maman m'a serré la main et a dit « Merci de nous avoir appris à te traiter. Merci de ne pas nous avoir abandonnés, même quand nous nous étions abandonnés nous-mêmes. » Ce Noël m'avait appris que parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir quand dire non. Parfois, il faut être prêt à perdre une relation pour la sauver. Et parfois, les personnes qui ont le plus besoin de vous sont celles qui vous prennent pour acquis le plus longtemps. L'amour sans limite devient de la complaisance. La générosité sans respect devient de la manipulation, même lorsque ce n'est pas l'intention. Et votre valeur n'est pas déterminée par combien vous donnez, mais par combien vous vous respectez. J'ai appris que je ne pouvais pas acheter l'amour de ma famille, mais j'ai aussi appris que je n'avais pas à le faire. J'étais digne d'amour et de respect simplement parce que j'étais leur fille, leur sœur, leur membre de la famille. Et s'ils ne pouvaient pas le voir, alors le problème n'était pas moi. Mais à la fin, ils ont pu le voir. Il a juste fallu un moment de clarté absolue, une volonté de partir, et le courage d'exiger mieux pour moi-même avant qu'ils puissent apprendre à le donner.